Good Morning Business, le grand entretien. Il est 8h19 et notre invité ce matin, c'est Alexia Laroche-Joubert, nouvelle PDG de Banijay France. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour dérouler votre feuille de route ambitieuse. Alors, vous avez déjà un immense portefeuille de boîtes de prod et d'émissions. Laure les citait tout à l'heure. Un peu, je citais quelques-unes. Oui, quelques-unes. Secret Story qui va reprendre, Star Academy, Koh-Lanta, plein évidemment. N'oubliez pas vos paroles. Taratata qui a fêté ses 30 ans. Chacun son tour, il y a beaucoup de programmes, c'est vrai. Vous êtes le premier producteur sans doute mondial, même si en part de marché c'est pas beaucoup, hein, c'est 3-4%, c'est un secteur qui est extrêmement disséminé en fait. Ouais, enfin quand on atomisé, quoi. Ouais, exactement, on est le premier producteur indépendant, on peut dire Cocorico parce que c'est un groupe français qui a été monté par un Français et qui a toujours son siège en France. Ouais. Même s'il a été introduit aux Pays-Bas. Même s'il a été introduit aux Pays-Bas, pour plein de raisons aussi. Et donc on est très fiers de ça. Et c'est vrai que on représente à peu près 3 milliards d'euros. Donc comme ça, ça fait beaucoup. Et en capitalisation boursière, j'ai vu que vous valiez plus que TF1 M6 qui sont vos clients. Oui, exactement, mais qui ont eu quelques difficultés récemment. Donc et c'est vrai que c'est une fierté parce qu'on est indépendant, on n'est pas rattaché, contrairement à d'autres groupes comme ITV, à des chaînes de télévision, ce qui nous permet de vendre à tous et de développer un florilège de programmes, ce qui est pour une boîte de production très important. Mais c'est quoi votre boulot à vous au quotidien? Parce que vous avez une énergie débordante, on vous voit partout, vous faites quoi? Vous dirigez les castings, vous cherchez des pépites, vous... Alors, je ne dirige plus les castings et ça me manque. Ouais. Et donc j'étais très contente de voir en avant-première les castings de la Starac, parce que ça me manquait. Alors c'est vrai que je me suis posé la question, enfin quand on va prendre le truc un peu à l'inverse, je me suis posé la question en acceptant le job de exactement quelle serait ma fonction et ce que je laisserais tomber. Ce que je laisse tomber, c'est un côté très opérationnel, les mains dans le cambouis. C'est vrai que la télévision, au final, on est quand même relativement des artisans. On fait un peu de tout, et je faisais de tout quand je dirigeais ALP et que je produisais Koh-Lanta. Je pouvais gérer des problèmes de comment on héberge 200 personnes qui vont au bout du monde, à des problèmes édito ou des problèmes de communication. Là, c'est vrai que c'est une vision d'ensemble, mais comme toutes les visions un peu managériales qui encadrent différentes sociétés. Donc moi, j'encadre différentes sociétés. Donc ça, c'est de les épauler, de voir quelles sont leurs forces et leurs faiblesses, de leur dire qu'elles seront moins seules, parce que quelquefois, moi, je me suis sentie seule en tant que patron de société de production, et quelquefois de les aiguiller en leur apportant un peu de recul. Ça, c'est ma fonction, mais il faut savoir que j'ai des patrons à la tête de toutes les filiales qui sont extrêmement offensifs, qui sont de très bons vendeurs et de très bons producteurs. Après, il y a ce qu'on appelle le M&A, donc les acquisitions. Ouais. Chercher des pépites. Voilà, donc ça c'est ce que vous appeliez chercher des pépites. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on s'est construit en France sur le flux qui était notre domaine d'expertise. Alors la fiction, maintenant, c'est aussi assez stratégique avec notamment les plateformes. Donc, ce que je dis, c'est qu'il faut toujours marcher sur nos deux pattes. Quand j'étais à la tête d'ALP, je faisais beaucoup de programmes outdoor, Koh-Lanta, Fort Boyard, et j'ai dit je veux un programme indoor, et dans ces cas-là on est allé chercher le plus gros programme indoor qui est Miss France, et ça nous permet d'avoir deux sabots et de mieux marcher. C'est exactement ce que je fais moi à la tête de Banijay, c'est-à-dire que on s'est construit sur le flux avec de très beaux fleurons du flux, que ce soit Nagui, Cyril Hanouna, évidemment Koh-Lanta, et tous ces programmes ALP en démol et la télé-réalité, et on a décidé de creuser tout ce qui est fiction. C'est fiction, ouais. Et donc là, on est le 3e producteur de fiction en France. Donc on est sur le podium, mais on a des concurrents devant nous que sont Media One ou Fédération. Et l'idée, c'est de prendre de la part de marché. Pour prendre de la part de marché, il y a la croissance organique. Donc on a des très belles sociétés qui sont tenues par Dominique Farrugia, qui vient de signer la plus grosse production Carême avec Apple. Et il y a d'autres sociétés qui sont encore en devenir. Pardon, Non, mais c'est juste que vous parliez d'Apple. C'est vrai que l'arrivée des plateformes de streaming, Netflix, Apple, etc., change aussi un peu la donne du marché. Alors oui, mais je continue justement sur le M&A. Et donc l'idée, c'est de voir, on produit aussi beaucoup pour TF1 et pour France Télévisions, qui sont nos partenaires historiques, et vous en parliez, voir comment on peut développer sur les streamers. En l'occurrence, nous, on est rentré de façon assez forte chez les streamers, dans le flux, où on est, je pense, la seule production, la seule
société de production à produire pour l'intégralité des streamers, à l'exception de Disney. Donc c'est une fierté. Et sur la fiction, on produit pour Apple, donc Carême, qui est une très grosse production. Et moi, je produis avec aussi une autre société, Trash, qui est l'adaptation, qui est pas l'adaptation d'ailleurs, qui est le behind the scene de Love Story. Donc tout ce qui se passait derrière Love Story. Et l'idée du M&A, c'est de développer justement des sociétés qui sont à la fois capables de produire pour les linéaires, parce qu'il ne faut pas les oublier, c'est des gens qui respectent aussi nos propriétés intellectuelles, qui sont un enjeu pour nous très important, c'est-à-dire qu'ils nous laissent nos propriétés intellectuelles, là où les streamers ont tendance à capter les droits. Ouais, à tout prendre. Et ça, voilà. Et ça, c'est un de mes combats. C'est-à-dire que non, on veut pas, parce que c'est quand on est producteur indépendant, ce qui est un peu nos assets, c'est justement nos propriétés intellectuelles. Oui, mais dans ces cas-là, c'est pas de bras, pas de chocolat. C'est-à-dire que du coup, vous avez pas les contrats, si. Par exemple, quand on produit Popstar, on leur dit c'est une IP qui est à nous. Vous avez besoin d'IP référencés qui vont vous amener des subscribers, enfin des abonnés. Donc dans ces cas-là, on garde nos IP. Et on a cette démarche plus globalement sur la création. Et l'avantage des streamers, parce qu'ils ont cette culture très opportuniste et d'adaptabilité très forte qu'ont les Américains, ils voient bien que c'est important pour eux aussi d'avoir de la création forte. Et quand vous êtes un groupe aussi puissant que nous, on a une capacité de résistance. Et la création est beaucoup chez nous. Donc, ça entraîne des négociations spécifiques avec les streamers. Développement aussi sur l'événementiel. Quand on voit aujourd'hui la puissance des shows, la puissance des événements, on a vu Taylor Swift, on a vu Beyoncé, vous n'allez peut-être pas vous mettre à les produire, mais en tout cas, la puissance pas nous, mais de ces événements live qu'aujourd'hui les gens recherchent, et même dans le B2B, on a vu LVMH qui a fait des shows incroyables. Ça vous intéresse ou pas? Alors nous, on est très présents. Alors déjà, Stéphane Courby, à travers un autre pôle, a acheté une grosse société italienne, justement de production d'événements. C'est eux qui vont faire la clôture des JO, pour vous dire la teneur de la société. Qui avait fait Rio d'ailleurs. Voilà, exactement. Et c'est des sociétés puissantes. Et moi, demain, j'ai une réunion avec eux pour voir quelles sont les synergies qu'on peut faire justement entre nos programmes, nos IP, et leur capacité de production à travers le monde. Ce qui est très intéressant, c'est que j'ai été très alerte sur ce sujet-là, parce que quand j'étais à la tête d'ALP, on a développé des opérations immersives à la fois sur la marque Koh-Lanta et sur Fort Boyard. Et là, on en est à ouvrir notre 3e site. Et c'est on parle de plus de 1200 mètres carrés dans des énormes malls. Et ça a développé, j'ai fait plus d'1 million à 1,2 million de chiffre d'affaires. Donc c'est très intéressant. Et souvent, c'est des licences qu'on concède, donc c'est de la marge. Un petit mot de conjoncture. On voit des signaux contradictoires sur le marché publicitaire. Ça va pas trop mal en France. Oui, ils ont fait un revanche, bon... en Europe, en Allemagne et tout, il y a des signaux un peu négatifs. Du coup, pour vous, en termes de volume de commandes, à la fois en programme de flux, de séries, est-ce que vous êtes inquiète aujourd'hui ? Alors, on n'est pas inquiet, on est attentif. C'est-à-dire qu'on ne peut pas nier les difficultés de nos partenaires et il faut savoir y répondre et justement nous aussi à nous adapter. Donc ce qui est très intéressant, et je vous voyais parler de l'intelligence artificielle juste avant, nous notre but c'est de baisser nos coûts de production pour maintenir nos marges et éventuellement proposer des chiffres plus intéressants à nos partenaires. L'intelligence artificielle, c'est un sujet dont moi je me suis emparée il y a très longtemps parce que j'ai toujours été fan de transhumanisme, enfin de tout ça. Donc évidemment, l'intelligence artificielle m'a toujours intéressée. Et donc c'est vrai qu'on va être un groupe qui va développer cette intelligence artificielle et les outils de cette intelligence. Vous avez vu que ça fait l'objet d'un conflit, des grèves aux États-Unis pendant de longs mois. Évidemment. Et c'est compréhensible et ils ont raison. Parce que ça ne peut pas se substituer à l'humain. C'est ce qu'on appelle un partenaire, une aide. Donc nous, évidemment, on y travaille pour la post-production. Parce que il y a une masse d'informations très importante et de data qui peut être digérée par des intelligences artificielles sur des jobs qui sont très pénibles à faire, qui sont ce qu'on appelle du scriptage. Il y a de l'intelligence artificielle qui peut être une aide à l'écriture. Et ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on travaille, nous, avec des gens qui sont des scénaristes et qui se sont mis avec des scientifiques et qui ont allié leurs forces. Nous, ce qu'on ne veut pas, c'est mettre une intelligence artificielle brute. On veut qu'elle soit vraiment un outil d'accompagnement. Et pour ça, il faut qu'elle ait été développée par des gens qui sont des scénaristes, qui voient le besoin qu'ils ont, eux, pour l'écriture. On peut remplacer les scénaristes et les acteurs aussi ? Non, alors les acteurs, c'est vrai qu'il y a eu des expériences très malencontreuses, je crois, qui ont été faites, et entre autres, je ne sais plus quel acteur américain s'est élevé contre ça parce qu'on lui a substitué une sorte de fake
Je sais plus je sais plus qui c'était. Et donc ça, là-dessus, il faut évidemment lutter. C'est marrant parce que on s'était posé nous la question, l'intelligence artificielle aurait pu remplacer les tigres de Fort Boyard. Et ça, quand je les ai enlevés, j'ai dit non, on va faire en revanche l'esprit des tigres. Donc on a fait des bruits, on a créé des tigres où on s'aperçoit que c'est pas des vrais tigres. Donc ça, c'est important. Après, est-ce qu'une intelligence artificielle qui n'emprunte pas à un humain pourra un jour vous remplacer? C'est probable qu'il y aura sûrement des tentatives comme ça. Oui, bien sûr. Voilà. On a totalement exposé le timing, mais je pose quand même la dernière question. Vous êtes PDG, il y a de moins en moins de PDG sur la place, sur le marché français. Il y a des directeurs généraux, des présidents. Ça veut dire quelque chose? Ça veut dire que vous avez les mains libres. Vous vouliez ce poste de PDG? Oui, je le voulais. Alors, on me l'a très gentiment proposé. Déjà, on est très peu de femmes. Je crois que depuis le départ de Bibiane Godefroy à la tête de Newen, je suis la seule femme à ce stade-là. Je trouve ça très important parce qu'il faut... Enfin voilà, j'ai une capacité en effet à la fois d'acquisition, de stratégie, de positionnement sur le marché international. J'avais envie de aussi travailler avec des homologues internationaux. La seule chose que j'ai demandé quand j'ai été nommée, c'est de pouvoir voyager dans tous les pays à la rencontre justement de mes homologues pour prendre les best practices et essayer d'aller vite sur le territoire français. Vive les chefs. Merci beaucoup Alexia Laroche-Joubert d'avoir été avec nous.